Je suis à l'INRA, Institut de la recherche agronomique, et j'ose à peine dire que je suis éditeur, hein, et en plus de revues qui sont chez Springer. Euh, alors c'est doublement, hein, parce que d'une part, apparemment, Springer fait payer beaucoup d'argent les chercheurs, les institutions, et aussi parce que je suis un peu un grand méchant parce que je refuse 80% des articles soumis dans mes revues. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de vous donner, je dirais, quelques astuces qui vous permettront d'éviter de se faire refuser les publications. Alors, j'ai concocté un menu attrayant. Euh, donc on va parler de l'éducation, hein, la part d'éducation qu'il faut mettre maintenant dans un article, même un article de recherche. On parlera aussi un peu d'écriture, des défauts des auteurs qui sont nouveaux, hein, nouveaux parce que la rédaction change, le format change. On parlera évidemment de nouveautés parce qu'on est dans la recherche, hein, donc la nouveauté c'est quand même l'essentiel de la recherche. Il faut que cette nouveauté apparaisse dans les articles. On parlera des images parce que les images sont communicatives et les scientifiques ne sont pas très bons en images. C'est ce que je remarque en tant qu'éditeur. On parlera d'Internet parce qu'Internet est en train de bouleverser la publication scientifique. Et on vit d'ailleurs une époque formidable, hein. On est à une époque où tous les mois, il y a une invention du niveau de la découverte de l'imprimerie, hein, actuellement. Je dirais quelques mots sur quelques nouveaux services IST qu'on a mis en place à l'INRA, en particulier à Dijon. Et pour sourire, à la fin, je vous raconterai une ou deux petites histoires. Les enjeux. Trop d'informations. En 2008, il y avait environ 1 800 000 articles scientifiques par an. Donc ça fait 5 000 par jour. Donc, évidemment, personne ne peut lire 5 000 articles par jour. On est des humains. Et cette production augmente très très rapidement, hein. Il y a une projection de 1,5 fois ce nombre en 2013. Alors, il a été aussi étudié qu'un chercheur moyen lisait un article en 38 minutes il y a environ 10 ans, en 24 minutes aujourd'hui. Donc 24 minutes, ça fait pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs lisent par morceaux. Ils ne vont pas lire forcément l'article en entier. Et la lecture ne va pas être linéaire, ça ne va pas être du début jusqu'à la fin. Et ce phénomène est accentué avec Internet. C'est-à-dire qu'on va lire peut-être seulement une figure. On va commencer les résultats et discussions en premier. Ça a une conséquence sur la rédaction scientifique. Ça veut dire que chaque partie d'un article doit être presque compréhensible en soi. Chaque partie d'un article, ce sont des entités indépendantes. Donc, une figure, vous devez écrire suffisamment d'informations dans la légende pour qu'elle soit compréhensible sans avoir à lire le texte de l'article. Et ça, c'est très accentué par Internet. On en reparlera. Un autre problème, c'est la fraude, le plagiat. Et ça se voit bien par ces chiffres. Il y a eu en 10 ans 788 articles qui ont été retirés. Et souvent des articles dans des très bonnes revues comme Science, PNAS, Nature, et par des prix Nobel. Et donc, mon conseil ici, c'est ne cherchez pas forcément à avoir votre nom sur toutes les publications, surtout si vous n'êtes pas sûr des résultats de cette publication. Parce que ce phénomène, qui est déjà très fort dans le domaine biomédical, va s'amplifier certainement dans tous les domaines, notamment en raison
de la pression qui est mise sur les chercheurs pour publier plus, pour gagner plus. Voilà. Donc le publish or perish peut se transformer en publish and perish. On va revenir un petit peu à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique? Article, ça veut dire que c'est un support qui doit être communicatif. Et vous avez tous lu une centaine peut-être d'articles. Vous avouerez bien avec moi qu'il y en a bien la moitié qui sont indigestes. Donc il y a vraiment des progrès à faire, même dans les articles publiés. Donc il faut être communicatif. Et ça, surtout en période de surabondance d'informations. Scientifique, quelque part, ça veut dire qu'il y a un progrès par rapport aux connaissances actuelles. Donc il doit être nouveau. Alors, vous faites certainement tous de la bonne recherche. Par contre, souvent, vous l'expliquez mal. Donc c'est souvent l'explication de la nouveauté qui manque dans les articles. On en parlera. Un auteur, un chercheur, il écrit souvent pour lui-même. Il est content. Ah, ce que j'ai écrit, c'est super bien. Voilà. Seulement, un chercheur, sa principale caractéristique, c'est d'être une taupe, hein, qui a du mal à voir le monde extérieur, a mal à communiquer. Donc il faut vraiment faire un effort pour que votre article soit compréhensible par une audience assez large. Et c'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation. Donc un article doit être accessible évidemment aux spécialistes, à vous-même, à vos collègues de laboratoire, mais aussi, et ça c'est très important, aux étudiants hors domaine. Hein, si vous êtes en géologie, il faut que votre article soit lisible par un étudiant en agronomie ou même en médecine. Parce que maintenant, les découvertes vont se faire aux interfaces. Se font déjà aux interfaces. Un article, une partie d'un article doit être accessible aux médias, aux journalistes, aux politiques, aux professionnels. C'est important. Si vous ne mettez pas d'éducation dans votre article, vous n'aurez pas de lecteur, pas de citation. Et vous savez maintenant qu'on juge les articles avec le nombre de citations. Un autre phénomène, c'est qu'on cherche des articles avec Google Scholar, et Google change l'audience. Avant, l'audience était limitée à une certaine discipline à cause des bibliothèques. Maintenant, quand on tape 3 mots dans Google, on obtient tous les articles de toutes les sciences. Donc, votre recherche, elle va être peut-être très importante pour un médecin, pour un astrophysicien, pour un psychologue. Donc, il faut mettre plus d'éducation dans l'article. Et ça, c'est le conseil d'Albert Einstein. Si vous ne pouvez pas expliquer un phénomène de manière simple, c'est que vous ne le comprenez pas. Bon, c'est peut-être un peu tranchant, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, je vois souvent en tant qu'éditeur des auteurs qui ont tendance à rendre un peu la science secrète. Ils utilisent des expressions, des mots un peu compliqués, exprès, hein, pour faire scientifique. Ça, c'est pas bon. Évitez ça. Évitez les abréviations. Alors ça, c'est la nouvelle maladie, hein, les abréviations. Chacun invente son abréviation. Le problème, c'est que quand vous inventez une abréviation à la page 1 et que le lecteur il commence à lire à la page 5, et il ne va pas passer 5 minutes à chercher la signification de l'abréviation. Sauf si c'est une abréviation commune, hein, comme ADN. Voilà. Quelques mots sur l'écriture. Utiliser la diversité. Alors un chercheur, en général, il se focalise sur l'article original, l'article des premiers résultats, après une expérience, et puis après, il refait une autre expérience, etc. Et il faudrait essayer, avec une expérience, de faire plusieurs articles. Faites un article de synthèse dans votre domaine. Les articles de synthèse sont très peu rejetés par la revue. Dans ma revue, le taux de rejet d'un article de synthèse, c'est 7%. Le taux de rejet d'un article original, un article de recherche, c'est plus de 80%. Donc ça, c'est un bon argument. Faites des méta-analyses.
Bon, je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'une méta-analyse, mais c'est une nouvelle forme de publication qui n'a pas besoin de faire d'expérience. Il suffit de chercher dans la littérature. Faites des essais, faites de la vulgarisation, faites des documents éducatifs vers le public. Ça, c'est intéressant non seulement pour communiquer avec plus de gens, plus grande audience, mais c'est intéressant pour améliorer votre écriture. Parce que quand vous savez parler à beaucoup de gens, vous améliorerez votre écriture pour vos articles de recherche très spécialisés. Voilà. Et pensez aussi aux nouveaux moyens de communication, SlideShare, les wikis, les blogs, Facebook, LinkedIn, etc. Ce sont des moyens émergents. Et vu le nombre de personnes qui sont abonnées, par exemple, à Facebook, forcément, il va y avoir un impact sur la publication et sa visibilité. Un autre phénomène qui nous vient des sciences cognitives, quand on écrit, en fait, il y a ce que voit l'œil et puis il y a ce que voit le cerveau. Ça, c'est un texte, c'est ce que voit l'œil. Ce que voit le cerveau, c'est ça. Vous voyez, c'est un peu différent. Je vous le refais. Jour, nuit. Le cerveau, il ne voit pas exactement la même chose que l'œil, parce que le cerveau, c'est un feignant. Quand il y a du blanc, il se repose. Il se repose dans le blanc. Et puis, donc le titre, comme il y a peu de mots, il va lire tous les mots les uns après les autres. Donc, il va enregistrer tous les mots du titre. C'est pour ça que le titre est important. Quand il commence un paragraphe, les premiers mots, il les lit doucement. Puis au bout d'un moment, ça le fatigue. Alors, il accélère. Il saute les mots. Et puis à la fin, comme il y a du blanc, il va pouvoir se reposer, il ralentit. Donc la dernière phrase, il a tendance aussi à enregistrer tous les mots. Ça veut dire qu'il y a certaines phrases dans un article qui sont plus importantes que d'autres. Il faut faire attention à ce que vous mettez dans les titres, dans les premières phrases et dans les dernières phrases. Alors voici les principales erreurs que je vois et qui mènent au rejet des publications. La première, alors de loin, c'est les instructions qui ne sont pas appliquées. Et je sais que c'est rébarbatif. J'écris encore des publications moi-même, mais s'il vous plaît, appliquez les instructions à la lettre. Lisez-les plusieurs fois, parce que c'est vraiment le premier motif pour lequel les éditeurs de revues rejettent les publications. Si on vous demande 4 figures et que vous en mettez 5, votre article sera rejeté à la soumission, sans évaluation. Hors thématique, évidemment, il vaut mieux choisir une revue qui corresponde à votre thématique. Donc lisez les thématiques de la revue. C'est dans une rubrique qui s'appelle Aims and Scope dans le journal. L'anglais. En France, on n'est pas très bon en anglais. Il faut trouver tous les moyens pour s'améliorer. Alors le meilleur, c'est certainement d'aller dans un pays anglophone. Mais vous pouvez aussi essayer de lire de l'anglais. Enfin bon, il y a des moyens d'améliorer son anglais. Les figures, je l'ai dit, les scientifiques en général ne sont pas très bons en figures. Et pourtant, une figure communique 100 fois plus qu'un texte. Donc il faut fignoler ces figures, notamment la figure principale de l'article, celle qui montre le point nouveau. Utilisez la couleur, utilisez les images, utilisez les photos, utilisez la vidéo. Les vidéos, c'est très puissant, la vidéo. Et UA des AB, ça veut dire quoi, UA des AB? Vous ne savez pas? Usage abusif des abréviations. Comment faire une introduction? Ben, c'est un peu comme quand vous vous baladez la nuit par une nuit étoilée. Vous d'abord regardez le ciel à l'œil nu, puis vous voyez l'ensemble du ciel, mais sans vraiment avoir une idée de ce qui est de la précision, enfin des détails. Et puis vous allez prendre des jumelles. Alors à ce moment-là, vous allez voir un espace plus restreint, mais vous allez voir plus de détails, une galaxie. Et ensuite, vous allez prendre un télescope et vous allez voir un soleil avec une planète qui tourne autour. Ben, l'introduction d'un article de recherche, par exemple, c'est un peu pareil. On part des
des aspects généraux, des problèmes généraux, des problèmes de société. Pensez aux problèmes économiques dans vos articles. Et ça doit être compréhensible quasiment par le public. Et peu à peu, quand on rentre dans l'introduction, on va vers le spécifique, le scientifique, le conceptuel, et on établit la frontière de la connaissance dans le domaine. Souvent, les auteurs oublient la première partie. Et donc, ils réduisent l'audience de leur article. Et encore une fois, Google change le lectorat. Maintenant, vos articles sont accessibles non seulement aux gens qui sont dans votre discipline, mais aussi à toutes les disciplines. Donc, vous avez intérêt à ce que votre article soit lisible par les scientifiques dans d'autres disciplines. Un mot sur les figures. Que pensez-vous de cette figure? Est-ce que vous la comprenez? Pas trop, hein. Bon, elle est très jolie, hein, mais il y a beaucoup d'abréviations. Donc, cette figure ne permettra pas de citer l'article en soi. Ce n'est pas une entité indépendante. Donc, il y a la légende, il n'y a pas assez d'explications. Les abréviations ne sont pas expliquées, il y en a trop. Nous allons parler un petit peu de nouveautés. Alors, un défaut de beaucoup d'auteurs, surtout les jeunes, c'est de mettre trop d'informations. Et donc j'ai fait cette image pour montrer tout simplement que si vous montrez un résultat, il se verra mieux que si vous en mettez 10. Surtout si la nouveauté elle est au milieu là. D'accord ? Donc j'ai jamais vu le défaut inverse en tant qu'éditeur. Hein. Il y a toujours trop d'informations, trop de pages. Quand on reçoit un article de 40 pages, on a tous mal à la tête. Mon assistante a mal à la tête, moi j'ai mal à la tête, mais les éditeurs associés ont mal à la tête. Personne ne veut l'évaluer, personne... voilà. Donc faites concis, vraiment, vraiment. Vaut mieux faire plus court que plus long. Et on ne vous jugera pas la quantité. Un autre problème de l'écriture des articles, c'est l'innovation, la nouveauté des résultats. Ça, c'est très difficile à cerner. Quand vous obtenez des résultats, la nouveauté peut prendre différentes formes. Ça peut être un nouveau mécanisme, un nouveau concept, une nouvelle interprétation, la découverte d'une nouvelle espèce, une nouvelle méthode, une invention, une contradiction, etc. Et surtout, ça peut être différent de ce que vous avez prévu dans votre plan d'expérience, dans votre hypothèse initiale. C'est la recherche. La recherche, il y a une part de hasard. Et pour ça, il faut avoir en tête toutes ces différentes formes de nouveautés. D'accord ? Et surtout, avant d'écrire, identifiez bien la nouveauté, avant d'écrire la moindre ligne. Sinon, ça sera très difficile de revenir en arrière. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est des êtres innovants depuis très longtemps, hein, par nature, mais souvent, on n'explique pas bien la nouveauté. Contraster. Alors, il faut mettre du contraste dans un article parce que tout simplement, le lecteur, il voit mieux les choses qui sont contrastées. Donc, j'ai appelé les zones où il y a du problème, je les ai coloriées en rose. Ça tombe bien, on est à Toulouse. Et j'ai colorié en vert les domaines qui sont de la solution, des résultats, de leur nouveauté. Donc, on peut voir sur ce diagramme qu'il y a des zones plutôt où on explique le problème, et il y a des zones où on explique plutôt la solution. Mais si par exemple, au début du résumé, vous n'expliquez pas le problème, vous ne mettez pas de rose, eh ben le vert, il se verra moins. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait les deux. Et c'est un peu ce que disent nos amis les Shadocks. Hein. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Prévoir l'imprévu, la science est faite de beaucoup de hasard. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les prix Nobel. Hein. On fait une expérience, on se dit tiens, ça va donner ça, et puis finalement, on trouve autre chose. Le tout, c'est d'arriver, d'identifier la nouveauté de cette autre chose. Donc les jeunes, faites attention, notez bien
tout ce qui se passe dans vos expériences. Hein, parce que la nouveauté sera peut-être pas là où vous l'attendez. Et encore une fois, avant d'écrire, ne commencez pas à écrire sans connaître vraiment l'avancée. J'aime bien cette image parce que c'est la découverte de la roue et de ce premier chercheur préhistorique. Et ce second chercheur préhistorique, il l'a vu, et il anticipe, et il invente le parc-mètre. Ça ressemble beaucoup à la recherche. L'importance des images. J'ai beaucoup parlé, là je vais vous faire parler un peu. Qui a dessiné ces images? C'est un scientifique très célèbre. Pardon? Ça pourrait être Da Vinci, ouais, mais c'est pas lui. Non? Pas d'idée? Ouais, Einstein. Les champs. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est pour vous montrer que Einstein, qui était quand même réputé pour ses théories très conceptuelles, hein, avait besoin d'images. Parce qu'une image, ce n'est pas simplement un dessin, il y a de la conception derrière. On a besoin d'images. Les scientifiques ont besoin d'images. Qui a fait ce schéma? Aussi un célèbre scientifique naturaliste, Darwin. C'est l'arbre de l'évolution. Et si je fais un retour vers le futur, vous voyez que maintenant on trouve les articles sur les smartphones. Et qu'est-ce qu'on voit dans un article? En premier, une image qui occupe facilement 50% de la place. Donc vous voyez l'importance que prend l'image à l'ère électronique. Et maintenant, il y a certains sites internet où on ne voit que les images. C'est-à-dire que quand vous publiez un article, toutes les images de votre article, toutes les figures vont être publiées à part. Donc vous avez vraiment intérêt à ce que vos images soient communicatives, quasiment citables. Internet. Avant, pour faire de la bibliographie, on allait dans les bibliothèques, on regardait dans les livres, dans les journaux, et on avait l'ensemble de l'article. Il n'y avait pas beaucoup d'articles, relativement. Maintenant, on va dans Google, on tape 3 mots-clés et on obtient 2 millions d'articles. Évidemment, on n'a pas le temps de lire 2 millions d'articles et on sélectionne par titre et par résumé. Ça veut dire que le titre et le résumé qui étaient déjà importants avant le sont encore plus maintenant. Donc il faut vraiment fignoler vos titres et vos résumés. Internet nous permet aussi de savoir qui vient sur un site internet, en particulier le site internet d'une revue. Alors ça, c'est un exemple pour la revue Agronomie. Alors vous voyez que la revue Agronomie est consultée en premier par les Français, en deuxième par les États-Unis, en troisième par l'Inde. Ça, c'est intéressant pour nous en termes de... On sait qui c'est qui lit la revue, qui c'est qui est intéressé, quelle thématique on doit développer, etc. Donc, plus anecdotique, les Français passent 2 minutes 16 en moyenne sur le site, les Américains 1 minute 32. Ils vont plus vite. C'est possible. C'est une explication, c'est une bonne hypothèse et on pourrait faire de la recherche là-dessus. Un autre exemple, ça c'est les consultations du site de la revue, le nombre de consultations. Et vous voyez une périodicité, des pics. À votre avis, pourquoi il y a des pics là, régulièrement? Voilà. Effectivement, ça c'est Noël. Et les baisses les petits pics là, c'est les week-ends. Bonne nouvelle, Noël et les week-ends sont respectés dans le monde entier. Bon, ça vous donne une idée de ce qui est possible maintenant avec Internet. Internet nous permet aussi de savoir quels sont les articles les plus téléchargés.
Et on voit ici, bon déjà on voit qu'il y a beaucoup d'articles qui sont téléchargés. On voit aussi que ce sont des articles de synthèse et ce sont des mots très compréhensibles. D'accord ? Donc vous voyez l'intérêt de faire un titre qui parle. Les réseaux sociaux prennent beaucoup d'importance et je vous conseille de vous plonger dedans. Je sais que ça prend du temps, mais maintenant, même les grands éditeurs comme Springer donnent des conseils sur comment augmenter la visibilité des articles dans les réseaux sociaux. J'ai encore combien de temps ? 5 minutes. Je vais vous dire 2 mots sur des structures qu'on a mis en place à l'INRA. On a créé 2 cellules. Une cellule au niveau d'un département, une cellule au niveau d'une unité. Et l'idée, c'était un peu de prendre en compte les transitions qui se font dans l'IST. Alors, au niveau de la documentation, bon, évidemment, on est passé au 100% numérique. On ne traite plus le papier. On a une section bibliométrie où, en fait, ça, c'est très intéressant parce qu'on travaille avec les chercheurs. C'est-à-dire qu'on fournit aux chercheurs des résultats de bibliométrie. Ces résultats sont utiles pour, par exemple, leur introduction d'un article de recherche, où on a un résultat sur l'évolution d'une thématique. Ça peut même fournir des résultats publiables en soi. Et ça permet aussi de dialoguer avec les chercheurs. Parce qu'un gros problème de l'IST, c'est qu'il y a l'IST d'un côté et il y a les chercheurs de l'autre côté. Il y a un grand fossé entre les deux. On fait aussi de l'assistance à la publication. Donc moi, je fais des formations, j'enseigne la rédaction scientifique. On fait des diagnostics des unités de recherche. On a un service de relecture où les chercheurs nous envoient des articles avant de les envoyer dans une revue. On regarde rapidement le titre et le résumé pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Donc ça, c'est un exemple de bibliométrie. On est content parce qu'on a eu un prix. Donc c'est un exemple où on étudiait le nombre de publications dans le domaine des légumes. Donc, un aspect qui est intéressant, c'est de détecter des signaux faibles, c'est-à-dire des domaines qui sont peu explorés, de façon à pouvoir justement initier une recherche dans ces domaines peu étudiés. Donc c'est vraiment une utilité pour la recherche. L'enseignement, ça c'est un extrait de mon cours. En fait, je fais un atelier où je demande aux participants de remplir un micro-article, c'est juste une page, où ils mettent l'essentiel de leurs résultats. La nouveauté, les problèmes généraux et spécifiques. Et ça sert en fait de filtre à café, de filtre à résultats avant d'écrire un article, pour bien cerner le cœur de l'article. Parce qu'une fois qu'on a ça, c'est plus facile pour rédiger l'article de recherche. Pour finir, alors ça, c'est des histoires vraies. En 2004, j'ai reçu un email d'un lecteur. Alors dans le sujet, il met article soumis à la revue Agronomie, et dans le texte principal, veuillez trouver mon article pour publication dans Plant Science, qui est une autre revue. Alors ça, il y a 20 ans, quand on écrivait à la main, ça n'arrivait jamais. Donc faites attention avant d'envoyer des emails. Ne tapez pas trop fort sur les souris. Double shot, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est un message qui m'a été adressé par Robert Naylor, qui est l'éditeur d'une autre revue, de Journal of Agricultural Science. Et il écrit à l'auteur, et il met en copie. Et il explique à l'auteur que nous avons remarqué que vous avez soumis le même article à un autre journal qui s'appelle Agronomie. Alors j'ai discuté avec Robert, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement on avait reçu l'article, les 2 revues avaient reçu l'article à 2 jours d'intervalle. Les 2 revues l'ont envoyé à un éditeur associé,
Et chaque éditeur associé l'a envoyé au même reviewer, au même évaluateur. Voilà, donc à ne pas faire. Et c'est ma conclusion. Donc je remercie mes collègues. Je fais un peu de publicité pour mon livre. La deuxième version vient de sortir. J'ai aussi des documents gratuits sur SlideShare. Donc si vous tapez Lichtfuß dans SlideShare, vous allez trouver une dizaine de documents pédagogiques intéressants. Et je vous remercie. Bonjour. Bon, vous avez dit que avant on se basait sur les livres pour faire la bibliographie. Maintenant, nous sommes dans un monde qui est digitalisé et on se connecte souvent sur l'Internet. Donc, est-ce que c'est un problème d'avoir une bibliographie, que ce soit pour un article ou pour une thèse, qui est basée sur l'Internet, des sites ou des livres sous forme de PDF, c'est-à-dire qu'on se base plus sur les sites, l'Internet, plus que d'avoir une bibliographie qui est basée sur les livres. Est-ce que c'est un problème ou Alors, si vous parlez des références HTTP, ça peut être un problème dans le sens où les références HTTP ne sont pas forcément stables. Mais se développent de plus en plus maintenant des références HTTP stables, notamment les références des articles qui sont publiés dans HAL, l'archive ouverte du CNRS. Voilà. D'accord, merci. Vous avez parlé de l'assistance à la publication. Vous avez employé le « on » concernant cette assistance. Donc, dans cette assistance, y a-t-il des professionnels de l'IST, en plus des chercheurs INRA, et même y a-t-il des chercheurs d'autres disciplines que l'agronomie? Oui, en fait, l'objectif, c'est justement, enfin, là en fait, c'est des personnes qui viennent de l'IST. Moi, je suis chercheur et éditeur. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de mettre ensemble des chercheurs et des documentalistes, enfin, des gens de l'IST, pour résoudre les nouveaux problèmes de l'IST et l'assistance à la publication. Et ce qu'on est en train de faire aussi, on est en train de contacter tous les chercheurs qui sont dans les comités éditoriaux des revues pour qu'ils nous aident. Parce que ces gens-là ont une expérience, une grande expérience de la publication scientifique, de son évaluation. Et il faut vraiment valoriser cette expérience en aidant les chercheurs et en créant des services ad hoc. Est-ce à dire qu'on peut faire une assistance à la publication en se dédouanant véritablement de la discipline scientifique? Alors, bien sûr que non. Hein. C'est évidemment la publication en sciences sociales n'est pas la même qu'en physique. Il faut tenir compte de la diversité des sciences. Hein. Là, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai qu'avec le système des facteurs d'impact, cette diversité est un peu, enfin même beaucoup amoindrie, quoi. Il devrait y avoir un indice de diversité scientifique. Pour faire suivre à ce sujet, je vous parlais d'aide à la rédaction et relecture. Comment procédez-vous en ce qui concerne la qualité de l'anglais des articles scientifiques que vous relisez? Alors, la qualité de l'anglais, quand on voit qu'il y a une phrase qui n'est pas compréhensible, on leur dit allez, faites appel à un professionnel pour vérifier l'anglais, parce que surtout si vous soumettez à une revue anglo-saxonne, eux, ils ne feront pas de quartier. Hein, s'ils ne comprennent pas, ils ne chercheront même pas à comprendre la science. Hein, Mais avez-vous des anglophones dans votre équipe pour l'aide à la relecture? Moi. Moi en tant qu'éditeur, mais voilà, l'idéal effectivement c'est d'avoir des gens qui maîtrisent un petit peu l'anglais. Mais vous pouvez aussi le donner à des chercheurs et leur demander est-ce que vous comprenez ce qui est écrit, hein. Je ne pense pas qu'il est forcément nécessaire d'être Shakespeare, quoi, hein. Oui, vous avez parlé d'un problème de dialogue entre les chercheurs et les documentalistes. Quel diagnostic vous faites? Pourquoi il y aura un problème de dialogue?
Je précise que je ne suis pas documentaliste. Alors, c'est deux communautés qui sont séparées. Je veux dire, c'est pas intentionnel ce problème de dialogue. Hein. Les chercheurs sont au taquet dans leur coin, les documentalistes sont de leur côté. Et dans les documentalistes, il y a un peu tous les profils. Il y a, enfin, je sais pas au CNRS, mais à l'INRA, on a des gens qui n'étaient pas documentalistes, qui le sont devenus par forcés, quoi, hein, qui étaient secrétaires d'unité et on leur a dit, bah voilà, tu t'occupes de la liste des publications de l'unité. Seulement, ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'un DOI, par exemple. Hein, et d'un autre côté, du côté des chercheurs, les chercheurs, tant qu'on leur explique pas toutes les nouveautés qui se font actuellement dans l'édition scientifique, ils n'en voient pas l'intérêt, et je les comprends. Donc l'idée, c'est de rapprocher les deux communautés d'une certaine manière, de façon à ce qu'il y ait un partage de connaissances. Et là, bon, je voudrais dire un mot aux chercheurs. Dans le domaine de l'édition scientifique, il y a une nouveauté du type de la découverte de l'imprimerie tous les mois. C'est un domaine qui va plus vite que la métabolomique ou la physique quantique. Hein. Ça va vraiment très très vite. Donc il faut vraiment que d'une manière ou d'une autre, les chercheurs se tiennent informés de ce qui se passe, parce que la publication scientifique est en train de changer à la vitesse de la lumière. Hein, demain, une publication scientifique, ce sera peut-être une vidéo. Hein, voilà. Donc on essaye, mais c'est pas facile parce que les grands organismes ont tendance à diminuer le nombre de personnel dans l'IST. Vous avez indiqué qu'il était en somme plus facile pour un auteur de faire passer un article de synthèse qu'un article de recherche. Et je me demandais si c'était un phénomène général ou si c'est limité aux revues dont vous avez la charge, parce que ça veut dire une grosse évolution en fait de la fonction de l'article du coup. C'est un phénomène général, il faut se mettre à la place de l'éditeur. Un article de synthèse est cité 2 ou 3 fois plus qu'un article de recherche. Donc nous, qu'est-ce qu'on regarde? C'est notre facteur d'impact. Donc on sait qu'en publiant des articles de synthèse, on va augmenter le facteur d'impact. Donc on est humain. Hein. Voilà. Donc en plus, il y a une énorme demande de la part des scientifiques d'articles de synthèse. D'accord. Et enfin, il y a beaucoup de thèses qui sont faites où il y a une partie bibliographique qui n'est jamais valorisée sous forme d'articles de synthèse. Les jeunes, moi je vous conseille vraiment de faire des articles de synthèse. Vous n'avez pas besoin de résultats pour faire un article de synthèse. Hein. Et ça vous place aussi en tant que spécialiste du domaine. Un employeur comprendra mieux votre article de synthèse que votre article de recherche. Enfin, il y a plein d'arguments pour les articles de synthèse. Pensez aussi aux méta-analyses et aux articles méthodologiques, les articles de méthode. Les recettes de cuisine. Tout le monde lit les recettes de cuisine. Donc, pensez aux améliorations de méthode.